Tous derrière les grenats, en regardant le Graouli Mag, avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. C'est la fin de saison, l'heure est donc de faire un bilan approfondi du FC Metz, des raisons de la relégation en Ligue 2 ainsi que les pistes pour le futur proche du club. C'est notre gros focus du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre dernière émission du Graouli Mag pour cette saison. Rassurez-vous, on va pas non plus commencer à trop en faire. Il y a encore pas mal de petites choses à dire sur le FC Metz. La saison est terminée sportivement, mais pas encore totalement au niveau de la presse, des rumeurs et aussi des conclusions que l'on peut faire sur cette équipe du FC Metz. On va le faire avec nos chroniqueurs du jour, les meilleurs pour la fin, dit-on. À voir, après ils s'arrangeront entre eux, ça c'est un peu moins mon problème. On va commencer avec Bernard Zénier. Salut Bernard. Bonsoir. Ça te va de dire que tu es le meilleur pour la fin ? Bah, c'est gentil de dire ça, hein. Ça me fait plaisir comme ça. Je le pense pas, je le dis mais je le pense pas, attention. Je pense pas, non mais je sais que tu le penses pas, mais ça fait un fou toujours de dire. C'est ça, à tes côtés, quelqu'un, je le pense peut-être un peu plus que toi, à voir. Bon, on va pas faire de... Oh là là, Antoine est avec bien, dis donc. Bonjour à Ne tous. t'enfonce pas trop quand même. J'en profite parce que t'es un peu plus loin de moi. Alors que Franck, tu vois, Franck il est à côté de moi, je peux pas trop... Bonjour Franck. Salut. Messieurs, on va prendre beaucoup de temps dans cette émission aussi avec notre voix off qui va nous accompagner au cas où, sait-on jamais, des rumeurs, des infos qui sortent comme ça au compte-gouttes. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. Mais nous, on va commencer avec ce qui fera notre émission, c'est l'heure du focus. Et vous êtes déjà quelques-uns, puisqu'on est en direct sur Twitch, on le rappelle. Et puis pour ceux qui nous regardent, eh bien, c'est de la rediffusion. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez prendre part aussi à tout ce qu'il se dit aujourd'hui. Et on va commencer à froid, à faire le bilan de cette saison du FC Metz. Au cas où vous ne l'auriez pas suivi, j'ai un doute quand même, vu qu'il y a pas mal d'émissions et que vous êtes tous un petit peu des supporters dans l'âme. On va revoir sur les statistiques. Le FC Metz qui est dernier avec 17 points, c'est 3 victoires, 8 nuls, 23 défaites, 32 buts inscrits, 76 buts encaissés. Franck, on a fait beaucoup de réactions à chaud de cette équipe du FC Metz, à froid. Quel est le bilan que tu peux en faire là, toi, maintenant ? Forcément hyper négatif, parce que tu coches toutes les cases pour descendre, pour être le dernier de Ligue 1. Tu as évité de peu le record de points de l'année dernière de Montpellier. Tu prends 76 buts en 34 matchs. Donc forcément, si tu es prétendant à un maintien, c'est impossible. Je veux dire, c'est vraiment impossible. Alors, certains diront que tu as fait illusion dans le jeu, qu'il y a beaucoup de matchs que tu n'aurais pas dû perdre, que tu aurais dû rapporter des points, etc. Mais je pense que ça, toutes les équipes peuvent le faire. Et même par rapport à une philosophie de jeu que tu peux trouver louable, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier les fondamentaux. C'est-à-dire que, n'en déplaise à certains, c'est avoir une base de défensive solide et après pouvoir inquiéter son adversaire. En Ligue 1, c'est ça, c'est l'efficacité, tout simplement. Même Luis Enrique va te dire que sans une base défensive solide, avec des joueurs qui forment une équipe, qui forment une base et qui défendent ensemble, qui attaquent ensemble, tu arriveras à quelque chose. Là, il y avait trop de joueurs qui se laissaient emporter vers l'avant, sur les côtés, sans prévoir la perte du ballon. Et ça, toute l'année, même avec le changement d'entraîneur, on n'a pas vu de réel changement. Alors, il y a eu 0-0 à Nice, il y a eu 0-0 contre Lille, parfois, mais on retombait dans nos travers, et, que ce soit mentalement ou même physiquement, j'ai trouvé. Donc, tu ne pouvais pas t'attendre à autre chose. Tu parlais de record justement sur celui du plus petit nombre de points, en tout cas en Ligue 1, qui est détenu par Montpellier, c'est 16 points. Mais le FC Metz en a quand même battu, malheureusement, dans son histoire, avec le plus grand nombre de matchs sans victoire. C'est 22 et la série est toujours en cours. Plus petit nombre de victoires à domicile sur une saison, 2 victoires. Plus petit nombre de victoires sur une saison, 3. Bernard, on aime les records, mais pas dans ce sens-là, évidemment, et ça marque un peu plus encore, on va dire, l'aspect tragique de cette saison. Oui, c'est exactement ça. C'est tous des records, mais c'est des records dans le négatif. C'est quand même, c'est quand même impressionnant de voir tous ces chiffres qui sont moi qui m'impressionnent parce que j'ai jamais vu ça à Metz, quoi. Je veux dire, ça Metz a toujours été loué, a toujours été une équipe qui marquait beaucoup de buts. Là, t'en prends 76. Je veux dire,
Je veux dire, je sais pas, le gardien, le pauvre, il a dû les insulter tous les matchs. Parce que c'est pas les gardiens, il a pris des buts. Mais je veux dire, c'est l'équipe. Donc moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que cette équipe-là, pour moi, c'est au niveau de l'état d'esprit qu'ils y étaient pas. Et ils y ont pas été depuis le début de saison. Alors, on disait qu'il fallait des garçons d'expérience pour pouvoir entraîner le groupe. Je pense, moi, que les garçons d'expérience qui ont entraîné le groupe en Ligue 2, et pour moi, je parle des milieux de terrain, du milieu, donc il y avait Stambouli, Deminguet et Hein, qui étaient là en Ligue 2, en Ligue 1, ça n'a pas été suffisant, mais je pense qu'ils n'ont pas pu entraîner ce groupe-là, mais je pense parce que le groupe n'était pas réceptif. Moi, je vois pas une équipe qui a envie de se bouger ensemble. Je vois pas une équipe de copains. Alors, équipe de copains, ça veut pas dire qu'on est tous les jours ensemble et aller manger ensemble et à faire des fêtes ensemble. C'est pas ça. Mais sur le terrain, moi, j'ai pas vu une équipe soudée qui avait envie de se sortir de ce guêpier-là, parce que c'est catastrophique. Donc, les 3 ou 4 qui auraient pu tirer le groupe, ils n'ont pas été écoutés par l'équipe, voilà. C'est vrai qu'on reviendra un petit peu plus tard sur justement l'aspect leader peut-être de certains joueurs. Avant ça, on continue sur ce FC Metz et sur le point comptable, mais aussi sur les concurrents. Bertrand, c'est vrai qu'on a fait beaucoup parler du fameux championnat du FC Metz, les équipes de bas de tableau. On va revenir, on va comparer les classements. Voici les équipes avec qui le FC Metz aurait dû ou aurait pu batailler, si tout allait bien. Et finalement, on se rend compte que tout le monde se suit. Entre Brest, on peut parler d'Angers, du Havre, de Nantes, peut-être un petit peu plus à la surprise générale, mais quoi qu'il arrive, les Nantais aujourd'hui sont relégués. Et d'ailleurs, Nathan, si on se penche un petit peu sur les statistiques, le FC Metz n'a pas été en réussite contre ces équipes-là. Face à ses adversaires, les stats sont sans appel pour le FC Metz. C'est une seule victoire contre Nantes, sinon c'est 3 nuls et 6 défaites. Ça fait malheureusement partie de ces rencontres charnières, on en parlera un petit peu après aussi, mais voilà, tu ne peux pas gagner toutes les rencontres de championnat, c'est une évidence, mais il y en a que tu ne devais pas perdre. Malheureusement, le FC Metz, même là-dedans, n'a pas réussi à être au rendez-vous. Oui, ce qui montre bien que c'était malheureusement pas suffisant pour se maintenir en Ligue 1 par rapport au stade que vient nous donner Nathan. Et la barre, elle se situait à 34 points pour le maintien. C'est le calcul que tu avais fait un petit peu en début de saison. Oui, alors. En comparant sur les dernières années aussi. Mais... Tout simplement, voilà. J'avais pris le ratio des 2 dernières années quand on était à des clubs à 18 au niveau du nombre d'équipes en Ligue 1. Et voilà, ça s'est justifié. Mais on en est bien loin parce qu'on a à peine la moitié de points à l'arrivée des courses. Moi, ce que je note, c'est surtout le maintien d'Auxerre. Qui est resté, je dirais, fidèle à son entraîneur, fidèle à sa philosophie. Il a martelé, Bernard parlait de la mentalité et de l'esprit, il a martelé à ses joueurs qu'ils allaient se maintenir, qu'ils avaient donc toutes les qualités pour le faire. Ils ont, alors j'ai pas les chiffres exacts, peut-être que Nathan pourra nous les donner, mais ils ont passé une paire de journées, on va dire, sur les places de... Ils sortent de la place de barragiste à 2 journées de la fin. Exactement, barragiste ou alors relégable directement. Ils étaient longtemps derrière le FC Metz. Exactement, donc c'est bien la preuve que, voilà, peut-être avec de la continuité, de la philosophie qui est prônée chez eux, même si tout n'est pas simple, j'ai cru comprendre qu'il y avait des divergences aussi en interne. Après la saison, mais peut-être qu'ils ont réussi à mettre le sportif entre parenthèses, rester dedans et après régler ce qu'il y avait. Et la différence entre Auxerre quand même et le FC Metz, c'est qu'Auxerre avait quand même une base défensive, mais qui était à faune au niveau offensif, et Sinayoko, il me semble. Sinayoko, grosse deuxième partie de saison. Voilà, Mara aussi, qui a commencé à marquer à la fin, ils se sont un petit peu réveillés. Il y a eu ce bilan-là, ce joueur-là devait partir cet été, ils l'ont gardé un petit peu contre le gré du genre. Ça a été compliqué les premiers mois, sur la deuxième partie de saison. Il fait partie des artisans du maintien de la JOCR. Et voilà, mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est qu'ils avaient quand même une base assez solide. Beaucoup de 0-0, beaucoup ils perdaient à 0-1, etc. Mais il y avait cette base où ils ne se faisaient pas surclasser par leur adversaire. Contrairement au FC Metz, où quand même, un match sur 2, un match sur 3... tu faisais l'illusion de marquer un but ou 2, mais t'en prenais 4, t'en prenais 5. C'est ça, c'est 34 buts marqués, 44 encaissés. C'est 32 moins que le FC Metz. Voilà, et ces buts que tu marquais, souvent c'était dû à un relâchement de l'adversaire, une fois que celui-ci menait 3-0, 4-1, etc. Donc tu sauvais un petit peu l'honneur de ce côté-là, mais il n'y avait pas de ligne directrice en termes de base défensive.
Et en complément, pour terminer sur le sujet, si on revient effectivement sur l'analyse qu'on en faisait régulièrement, l'assise défensive du FC Metz n'a pas été régulière parce qu'il y a eu changement de système, il y a eu changement d'animation, il y a eu changement de coach, il y a eu changement de joueur, pour arriver à quelque chose qui finalement n'a jamais abouti à quelque chose de solide. Donc quand tu parles d'Auxerre, tu as raison Franck, je pense que quand on est en capacité d'aligner une équipe aussi où il y a de la continuité, ou en tout cas pas un turnover à chaque match et à chaque journée, ça amène peut-être aussi de la solidité par rapport à Lille. Bernard. Mais quel que soit le système dont tu parles, le changement de système défensif ou pas, je veux dire, moi ce que j'ai remarqué, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de marquage. Tous les buts qu'ils ont pris, ils sont en nombre dans les 16 mètres, les Messins. C'est pas sur des contre-attaques où ils sont pris en contre. C'est arrivé. Mais ils ont pris un wagon de buts où ils sont 4, 5. Et ils regardent que le ballon. Et ils regardent le ballon et il n'y a personne qui marque personne. Tu as joué défenseur, Franck. À un moment donné, dans les 16... Tu prends quelqu'un, t'attrapes ton mec et tu le lâches pas. Eux, ils sont toujours... Alors, je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, on fait de la zone, j'en sais rien, mais dans les 16 mètres, à un moment donné, il faut prendre quelqu'un. Et tous les buts que tu vois, ils sont à 2 mètres, 3 mètres. Ils sont même pas là pour distance d'intervention, pour intervenir, pour contrer. Ils sont à 2 mètres. Ça frappe. Mais ça, Bernard, c'est quand ta philosophie de jeu, parce que ce que tu dis là, la continuité, etc., mais ce problème défensif, tu l'avais déjà en Ligue 2. Hein. Oui. Les 5, 6, oui, 7 dernières saisons. Voilà, mais si tu as ce problème-là en Ligue 2, avec plus ou moins le même effectif, j'ai souvenir que les derniers matchs à Saint-Symphorien, tu fais 3-3 ou 4-3 contre Rodez, tu fais des 2-2, et tu prends énormément de buts contre des équipes moyennes de Ligue 2. Et moi, j'avais dit, si tu vas avec ce même état d'esprit, cette même philosophie en Ligue 1, parce que tu bases tout ton jeu sur la possession, sur un peu le handball, c'est-à-dire on te fait tourner et à un moment donné ça va s'ouvrir, ça je l'entends tout le temps, sur les paires de balles. Oui, mais tu défends. Mais le problème c'est que si tu t'entraînes pas à ça au quotidien, tu t'entraînes comme tu joues et tu joues comme tu t'entraînes. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, Bernard? Si on te donne pas les consignes, on te dit pas, bon les gars, on va subir en Ligue 1, un défenseur, je sais pas. Même moi qui n'étais pas défenseur, quand je revenais. Quand tu as tes latéraux qui sont, on leur dit ouvrez. Non, Parce que moi on me l'a dit ça. Ouvre bien, écarte bien. Par contre, si on te dit pas la consigne, tu sais, quand l'arrière droit est très haut, toi, tu vas pas très haut, tu refermes, tu sais, coulisser, etc. Tu as toujours des retards. C'est quand tu as le ballon. Toujours des retards. Ça, c'est quand tu as le ballon. Mais quand tu n'as pas le ballon. Tu as la consigne d'anticiper la perte de balle. Moi, si mon latéral droit est très haut, moi, je resserre dans l'axe. D'accord ? Si je suis là, à la fin, même si je fais une course pour y aller, je suis toujours à 3 mètres. Toujours à 3 mètres, non, voilà. Bien sûr. Mais encore une fois, ça se travaille. Ça. Mais je sais pas, mais dans l'aspect défensif, tu as l'impression que personne ne défend là-dedans. Ouais. Alors après, c'est encore plus criard, parce que moi, c'est le match de Lille à Lille, où t'en prends 6. Ah oui. Mais tu prends les mêmes. Les gars débordent sur la ligne, ils centrent en retrait, ils sont tous sur la ligne des 6 mètres, et celui qui marque. Alors il y a 3 ou 4 buts comme ça, il est au point de pénalty tout seul, le gars de Lille, et il marque. T'en prends un, t'en prends un, mais à un moment donné, il y a un peu de réflexion et tu te dis merde, on va se coller à nos attaquants, on va les prendre, on va y tenir, je sais pas. Après, honnêtement, en conclusion, c'est que t'es quand même en déficit et t'as des lacunes collectives. Ah oui. Mais ces lacunes collectives, c'est parce que t'as aussi beaucoup de lacunes individuelles pour le niveau de la Ligue 1. Donc c'est ça que tu dois en tirer, c'est-à-dire que t'as peut-être des joueurs qui ont le niveau Ligue 1, peut-être, mais en complément. Qui sont amenés à l'avoir plus tard peut-être, mais qui pour l'instant ne l'ont pas, et surtout en tant que leader ne peuvent pas influer ce niveau Ligue 1 aux autres qui ne l'ont pas. Non, mais c'est ça. On est revenu sur le niveau justement des joueurs. Alors avec Dessy, on peut refaire plein de saisons, dont celle-ci. Néanmoins, je vais vous poser des questions. Peut-être qu'il y a eu des matchs charnières que le FC Metz a manqué ou que le FC Metz aurait pu mieux négocier. Et évidemment, je vais en proposer 2-3. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont viendront en tête. Le premier qui me vient en tête, c'est ce dernier match de préparation face à Offenheim. Bertrand, commencer une saison en terminant une préparation en prenant 8-0, peu importe l'effectif que tu es, tu te dis qu'il y a des grosses inquiétudes pour la semaine suivante où tu recevais Strasbourg. Je vais même encore aller un peu plus loin, c'est-à-dire que contre Thionville, c'était pas facile. Contre Lens, tu perds, mais je peux te dire que s'ils sont un peu plus réalistes,
ça peut être beaucoup plus salé. Donc effectivement, la pré-saison n'a pas amené la confiance nécessaire et surtout elle a tout de suite montré des limites au niveau de l'effectif, un effectif qui n'était pas constitué, je dirais, d'une manière définitive. Donc forcément, ça a amené déjà une base qui n'était pas solide, comme le disait Franck, déjà d'un point de vue et mental et sur l'organisation défensive. Pour ma part, mais je te laisse après, je te fais la passe, pour moi, c'est plus le match d'Angers avec ce C'était le match penalty. d'après. Donc voilà, Bien préparé. c'est celui-là qui moi, où je me dis peut-être que, mais bon, alors, comme tu dis, avec des si, c'est vrai qu'il y a eu si ce match facile face à Angers. Le FC Metz court après sa première victoire, mène à 0 et on revoit les images derrière moi. C'est ce penalty manqué d'Habib Diallo qui empêche de faire le break et derrière, en fait, le FC laisse échapper le match qui font match nul à la fin. Voilà, donc pour faire la passe à mes deux collègues, pour ma part, effectivement, ce match-là aurait pu éventuellement ramener un petit peu plus peut-être de sérénité ou en tout cas amener des Angers, choses. on me semble que c'est la 3e ou 4e journée. Ah, C'est le deuxième match à domicile. On est tôt dans la saison. Je dirais même c'est le 14 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc, Je vais vérifier ça instantanément, juste pour voir si tu as une bonne mémoire. Peut-être qu'un des deux veut réagir en attendant. Non, moi j'ai trop entendu, mais ce match-là, on aurait pu, on aurait dû. Ça a été sur 34 matchs, ils l'ont dit, on l'a dit combien de fois? 30 fois. C'est anormal. mais là, il y a des faits, en fait. Non, je par sais. rapport à ça. Mais combien de matchs comme ça? Ah, si, t'as pas le niveau. Et si sur 34 matchs, t'en gagnes 3 et que tu gagnes pas pendant 22 matchs. 22 pour le moment. 22 matchs, t'arrives pas à faire une victoire. T'as pas le niveau. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni et de se voiler la face. Je suis d'accord, c'est qu'à ce moment-là, tu peux, au moment tu te dis, ah la vache, c'est un tournant, c'est des dommages, etc. Mais quand tu vois l'ensemble de la saison, quand tu vois que tu as gagné 3 matchs, en plus sur le même mois, tu te dis, t'es trop loin de tout. Parce que moi, les matchs aussi charnières, dans ce cas-là, c'est Auxerre à Auxerre et Auxerre le retour. Sur leurs 8 victoires, ils te prennent 2 fois, ils te prennent 6 points. À Brest. Ils te prennent 6 points. Ouais, mais je veux dire, Auxerre, tu prends l'ascendant, c'est-à-dire que tu fais un résultat là-bas, tu les enfonces et toi, tu ressors la tête de l'eau. Donc déjà, Franck, le rapport de force, on n'arrête pas de dire si. et le match retour aussi, et tu prends 2 fois 3 buts. On contre n'arrête cette pas de dire équipe-là. si, et ils l'ont jamais fait. Dans ce cas-là, Ils l'ont jamais fait. c'est pour ça que je te dis, Angers, alors oui, il y a le facteur, tu rates le break, tu te fais égaliser, du coup c'est une période où tu te dis, tu peux reprendre un peu le moral, enfin mentalement, mais après tu peux retrouver les 2 matchs d'Auxerre où tu te dis, mais c'est ce qui étaient des matchs à ce moment-là où tu crées, il me semble, le premier, un creux avec Auxerre, tu peux prendre 6 points au lieu que lui il revienne avec toi, et le laisser derrière, et le retour c'est quelque part une de tes dernières chances pour pouvoir accrocher le barrage ou éventuellement. Donc tu as ça aussi. Mais quand tu as pris 76 buts, que tu as que 3 victoires, il y a trop d'écart. Tu ne peux pas avoir de regrets. Il y a aussi eu des scénarios un petit peu inédits cette saison, Bernard, au-delà de la faiblesse de l'équipe. On prend ce match à Brest, après les 3 victoires consécutives, tu as une trêve, tu vas à Brest, tu te prends le dégagement du gardien, ça fait corner derrière ta pénalty, puis ta faute à la 93e. Sinon, tu passes cet aspect mental, là aussi, Aymeric, ça compte. À un moment donné, je veux dire, tu payes. À un moment donné, c'est pas que la malchance. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de chance. Ah non, j'ai pas dit que c'était de la malchance. J'ai dit que tu as quand même des scénarios assez fous dans le match à cause du FC Metz. Oui, mais quand tu vois le scénario du match, oui, tu peux te dire, mais on n'arrête pas de dire ça. Je te dis, pendant 34 matchs, tout le monde dit, si on avait fait ça, si on avait gagné, si ils avaient marqué, si ils n'avaient pas pris le but. Ils avaient fait plus de 5 minutes. Et à l'arrivée, comme l'a dit Franck, tu as pris 76 buts. C'est impensable de prendre 76 buts. Autre point, moi, qui m'interpelle, alors il faudra avoir peut-être la statistique, le nombre de buts que tu as pris en fin de match et dans les arrêts de jeu. Contre Nantes, récemment. Monaco, pareil. Brest. Angers, je crois que c'est dans les dernières minutes. Ouais. C'est-à-dire que tu as un déficit, comme disent peut-être physique à un moment donné, mais j'en doute, mais mental. Mental, ça c'est sûr. Ça, c'est Dans la mental. tête, hein. C'est que mentalement, après, tu peux pas tirer à boulet rouge sur cette équipe là-dessus, c'est que quand tu as fait que 3 victoires sur le même mois, Oui. ça veut dire que tu as 11 autres mois, enfin 10 autres, Tu gagnes pas. où tu ne gagnes pas un match, donc mentalement c'est chaud. Et c'est dur. Après, c'est pas une excuse, c'est une explication. Mais le nombre de buts que tu as pris dans les arrêts de Je jeu- regarde les stats sur la deuxième période, tu prends 42 buts juste sur la deuxième période et entre la 76 et la 90e et le temps additionnel, tu en prends 24. C'est-à-dire que la moitié de tous les buts que tu as pris, donc 24 buts, tu les prends dans le dernier quart d'heure. Voilà. Donc ça fait des renversements parfois de Et puis situation. face à des adversaires clés. Toi, comme tu disais, Brest. Ton championnat.
Voilà, Brest, Angers, Nantes. Donc en fait, tu leur permets non seulement de récupérer des points et tu t'en enlèves à toi. Il y a aussi dans ces scénarios un match en dehors du championnat qui a eu son importance, Montpellier en Coupe de France. Cette défaite 4-0 contre un club qui était 8e de Ligue 2 à ce moment-là et qui acte un petit peu la fin de l'aventure de Stéphane Le Mignan aussi. Celui-là aussi a fait pas mal de dégâts à cette équipe. C'est un match dans un autre contexte parce que la Coupe de France, forcément, c'est une autre compétition. Le championnat, on parle de régularité dans ce que disent Bernard et Franck, et ils ont bien raison. Mais effectivement, on était à ce moment-là dans une période où c'était peut-être compliqué. Le board messin se posait sans doute des questions et effectivement, il y avait cette envie et donc ce souhait du coup de changer le coach. Ça, moi, j'ai un autre avis personnellement, mais ça regarde que moi, parce que on l'a bien vu par rapport aux résultats que ça avait finalement rien changé à l'arrivée des courses. Donc, ce choix-là n'était pas celui qu'il fallait opérer. Le match de Coupe de France, il est dans la continuité malheureusement, et il arrive après une trêve aussi. Donc, où les joueurs repartent peut-être sur une autre dynamique. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le même constat. Tu peux prendre un match sans à l'extérieur, mais à domicile, prendre 4-0 contre une Ligue 2, c'est ça qui est gênant. Notamment. Entre parenthèses, que tu vas retrouver cette année. C'est juste histoire de. Ouais, non, mais après, quelle que soit la Ligue 2, où ça peut être un national, ce que tu veux, mais tu es à domicile, tu dois te préparer pour une seconde petite saison où tu dois aller chercher ton maintien. C'est, d'un point de vue mental, c'est dur parce qu'en plus, là, on a revu les buts. Tu vois qu'à chaque fois, le marquage est lâché, comme tu dis, Bernard. C'est-à-dire que ça fait une passe, ça se fait passer, mais il n'y a pas de réaction derrière. Ton joueur, il repart. Finalement, tu le vois partir, tu cours derrière, mais Trop tard. Toujours un temps de retard. Trop. Là, tu cherches à jouer au ballon, à relancer. Tu te prends, voilà. Tu vois, je veux dire, c'est un manque de caractère, un manque de. C'est un manque de tout, en fait. C'est. Et alors, mais ça encore, ça se travaille à l'entraînement. Si tu vas avec le couteau entre les dents, tu fais des séances de duel, tu essayes de mettre des choses comme ça, quoi. Franck, et là, ça manque de tout. Le couteau entre les dents, tu l'as si tu as le caractère pour l'avoir. Toi, tu as joué, tu l'avais. Oui. Moi, quand je regarde l'équipe là, il y en a qui l'ont. Oui. Mais il y en a une grosse majorité qui ne l'a pas. Qui n'a pas ce truc-là, qui n'a pas en soi le fait de vouloir se dépasser et de s'arracher et de se bagarrer. Il y en a plein qui ne l'ont pas, tu les vois, ça se voit sur le terrain. Il y en a quelques-uns qui l'ont. Et je te dis, et c'est dommage, ils n'arrivent pas à transpirer sur tout le monde. Parce que c'est comme ça, ils sont imperméables à ça. Et voilà. Très rapidement, Franck, on a vu passer le commentaire d'un supporter, vu que tu étais en train de le lire. On ne peut pas assister à tous les entraînements, mais pour se proposer au public, on ne voit que de la possession et du jeu. Il doit bien y avoir des séances spécifiques défense ou pas, c'était la question. Alors, évidemment, sur les séances publiques, tu ne vas pas tout montrer non plus, et ça dépend d'un chat, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas eu assez de spécifiques de fait. C'est pas une question spécifique, c'est une tendance. J'ai envie de te dire, c'est encore la philosophie du coach. Si tu fais que des circuits de balles ou sans opposition, où tu cherches à avoir des automatismes, tu sais, pour amener le ballon d'un point A à un point B, ça, tu le fais, ça fait partie de ta semaine, mais ça doit être agrémenté d'une intensité d'entraînement, ça doit être agrémenté d'une certaine rivalité aussi, de concurrence, où tu opposes des oppositions dans lesquelles tu mets ce que tu vas retrouver en match. Alors, j'ai pas assisté aux entraînements, donc je peux pas parler de ce qui se faisait, de ce que se faisait pas, mais si ça rejoint ce que disait le téléspectateur ou le Twitter, le Xer, à ce moment-là, oui, je pense que qui tu veux. Non, mais je veux dire, c'est que ça manque de quelque chose, c'est que de la possession. Mais encore une fois, la possession, si tu as l'équipe qui garde le ballon pendant 4, 5, 10 minutes sans que l'autre n'arrive pas à la récupérer, à ce moment-là, il y a un problème aussi. Et là, le coach doit s'en apercevoir. Parce que, évidemment, tu as envie d'avoir des séquences de jeu, mais elles ne doivent pas être trop longues, c'est-à-dire que ça signifie qu'en face, tu ne fais pas ce qu'il faut pour t'organiser correctement pour récupérer ce ballon. Donc c'est toujours un équilibre, enfin je pense, hein. Je ne suis pas entraîneur, mais je pense que tu fais attention à ce genre de choses. Tu l'as vécu en tant que joueur, donc tu es assez bien placé pour en parler. Effectivement, quand tu travailles sur une équipe en possession, l'opposant est forcément à la récupération. Et dans un travail de et après, c'est à toi en tant que... Et j'étais pas à l'entraînement aussi. Je sais que Bernard le dit assez souvent. On peut parler de ce qu'on voit, mais à l'interne, il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on ne le voit pas. Et je te fais la passe, Bernard. C'est vrai que derrière, quelle est la philosophie
en fait du coach ou des coachs, j'en profite. Et c'est pour ça que j'en profite tant que t'en parles pour qu'on voit rapidement les stats des deux coachs. Moi, je pense que quel que soit le coach, à un moment donné, il va le travailler, ça. Il va travailler l'aspect défensif. Il va pas faire que des trucs. C'est mon avis. Et je te dis, donc j'ai pas vu les entraînements. Je pense qu'à un moment donné, quel que soit le coach, ils vont travailler l'aspect défensif. Moi, Sur quoi tu mets l'accent, Bernard? Sur quoi tu mets l'accent et t'insistes? Moi, ce que je veux te dire, c'est que ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, tu as un déficit. En fait, c'est la valeur des joueurs. Pas de tous, mais globalement, cette équipe-là, on n'arrête pas de le dire, elle n'avait pas le niveau de la Ligue 1. T'as pas le niveau de la Ligue 1, ils peuvent faire presque les entraînements qu'ils veulent, ils peuvent rester là jour et nuit, à un moment donné, t'as pas le niveau, Franck. Moi, ce qui m'embête, parce que ça serait trop facile sinon. Je trouve que c'est trop facile de dire ça. Parce que alors oui, là, c'est factuel, le niveau, les points, etc. Oui. Par contre, moi, ce qui m'ennuie, c'est que là, tu as 25 millions d'euros de déficit. Tu vas réussir. C'est le chiffre qu'on va développer après et ça fait un peu des frissons déjà. Si tu réussis à vendre à un club 7 millions d'euros tel joueur, si l'autre arrive à la vendre 5 millions, si l'autre arrive. C'est-à-dire que quand même, tu as des joueurs de qualité, et en particulier, on parle d'un milieu défensif, on parle peut-être d'un défenseur central, ça veut dire qu'ils ont des qualités. Et que ces qualités, elles vont. Parce que je ne peux pas me dire que des clubs sont assez cons pour débourser 7 millions, 5 millions pour des joueurs qui n'ont pas le niveau pour évoluer. On parle de Première Ligue, on parle de machin. Donc ça veut dire que tu t'entraînes pas bien pour développer tes qualités. Donc ça veut dire que c'est les gars. Alors je sais pas de qui tu parles, mais les garçons là cette année, ils n'avaient pas envie de jouer pour Metz. Ils se sont pas bougés pour Metz. Ils se sont pas dépouillés pour le club. Tête dans la tête, ou t'as pas réussi à tirer la quintessence de leur qualité. Bah oui. Première. Si à ces joueurs-là, qui ne sont pas des joueurs pour développer un jeu, d'avoir une possession notamment en repartant de derrière. Moi, je me suis tiré les cheveux quand j'ai vu à Strasbourg au derby que tu partais de tes 6 mètres avec des défenseurs centraux qui, pour moi, n'avaient pas les qualités pour remonter le ballon jusqu'aux 50 mètres devant, et que tu te prends des buts et des vagues. À mon avis, et que tu travailles que ça avec des joueurs qui n'ont pas ces qualités-là, mais qui ont peut-être des qualités de défenseurs, mais que tu les minores, donc seulement tu n'arriveras pas à améliorer leur qualité de relance, mais en plus, tu vas anéantir leur qualité de défenseur, pour moi. Les qualités de défenseurs, elles ont été je pense que c'est une façon aussi de travailler, de leur part, de manière individuelle, la responsabilité des joueurs, mais aussi d'un chef d'orchestre qui doit mettre l'accent sur les lacunes de ton équipe, et en l'occurrence 76 buts. Justement, Franck, tu parles de chef d'orchestre, je me permets d'aller un petit peu plus vite, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, on est presque à la moitié de l'émission. On a vu rapidement les statistiques de Stéphane Le Mignan et Benoît Thavenot, on le sait, Benoît Thavenot ne sera pas reconduit à l'issue de son contrat qui se termine là dans quelques semaines. Il faut donc trouver un nouvel entraîneur pour le FC Metz. Alors déjà quelques pistes qui se sont montrées, des noms en tout cas. On a vu passer Olivier Pantaloni, Grégory Proman, Stéphane Gilly ou encore Frédéric Taquin, Luc Holtz. On a vu tous ces noms-là. Alors on peut déjà dire qu'Olivier Pantaloni et Greg Proman, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Frédéric Taquin, on vous avait annoncé hier sur Moselle TV que ça a été le profil retenu par Bernard Serin, contrat proposé selon Sacha Tavolieri, mais malheureusement il aurait été refusé. Donc peut-être encore un profil en moins. Stéphane Gilly pourrait tenir la corde. Quoi qu'il arrive, une question, messieurs. Il doit ressembler à quoi le profil idéal pour la prochaine saison? Parce que là, il faut enclencher quelque chose de plus. On a vu qu'avec Stéphane Le Mignan, il y a du jeu, oui. Peut-être un plafond de verre aussi. Franck, vers quoi il faut se tourner maintenant? Dans l'idéal, parce qu'évidemment, il va y avoir le plafond financier, le projet à présenter. Je pense que pour la Ligue 2, il faut un profil qui connaisse ce championnat, qui a fait ses preuves, qui aussi fasse le lien entre l'effectif existant et aussi les jeunes qui ont commencé à pointer le bout de leur nez, en espérant qu'on les conserve, pour faire... parce que de toute façon, tu es dans une réalité économique. Financièrement, il va falloir vendre des joueurs, donc du coup, tu vas encore rajeunir ton effectif. Donc il faut trouver un coach qui, pour moi, sache mener une équipe pour le projet de remonter. Alors, peut-être pas dans l'année suivante, mais au moins sur les 2 ans. Et qui le président a annoncé qu'il voudrait que ce soit cette année. C'est pour citer en tout cas. Dans l'idéal. Mais du coup, s'il veut arriver à ça, il faut franchement un entraîneur qui ait cette expérience et qui soit aussi dans le projet du FC Metz, c'est-à-dire les jeunes, et accepte aussi de perdre les meilleurs éléments de cette année. Et ce qui va être justement compliqué quand tu parles des éléments de cette année, c'est qu'il va falloir retrouver peut-être en tout cas un capitaine. On va parler un petit peu de ça et j'ai envie de te poser la question, Bernard. C'est vrai que
Voilà, il n'y a pas de mythe autour du brassard, mais normalement, on en a eu 3 cette année à plus ou moins grande échelle. On a eu Gauthier, on a eu Habib Diallo, on a eu Bounassar pour terminer. Est-ce que ça a été un petit peu un fardeau finalement, ce brassard? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un l'a porté, il a été moins bon, on l'a vu. Gauthier avec, c'était peut-être un peu moins bien que maintenant, où il est plus libéré. Habib Diallo, quand il ne l'avait pas, ça allait un peu mieux que maintenant, on ne l'a plus vu sur cette fin de saison. Moi, je pense que ça a été... Dans un contexte comme ça, le brassard, il a été mal géré. Déjà, Gauthier Hein, c'est un garçon que j'aime bien, que j'aime beaucoup, même hors du terrain. Hein, c'est pas... Mais le club n'aurait jamais dû lui donner le brassard pour lui retirer un match après. Tu le tues. Un peu plus d'un match après, quand même. Oui, mais oui, en milieu de saison, quoi. Ouais, mais tu le tues, le gamin. Je veux dire, sur un truc comme ça. Et je pense pas que Gauthier, sans vouloir le critiquer, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour moi, c'est pas son truc d'être capitaine. Habib Diallo, moi non plus, je pensais pas. Enfin, c'est pas Habib que j'aurais donné le brassard. Plus à Bounassar. Bouna, il a pour moi plus. Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, il a plus la qualité. Alors, si c'était mon choix, je l'aurais donné à Stambouli. Mais Stambouli a été un moment donné, a pu Stambouli, jouer. finalement, dans le profil, c'est un peu le même profil. Mais oui, mais Stambouli, il n'a pas joué. Où il a monté, il a peu joué parce qu'il a été blessé. Donc ça, mais moi, je l'aurais donné à Stambouli parce que je pense que c'est la personne la plus adéquate pour être capitaine dans cette équipe du FC Metz. Après, ça a été Bouna, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a fait, il aime le club, il est revenu, voilà, il se bouge et tout. C'est un véritable problème quand même que tu dises que ce soit Bouna. Parce que je rappelle quand même que Bouna, t'as mis 1 mois et demi, 2 mois à le faire signer, tu savais pas que machin. Ça veut dire que ton problème, déjà tu commences la saison où tu n'identifies pas ton leader naturel mais je suis d'accord au sein de avec ton toi. effectif. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, ça aurait été Stambouli. Après, il a moins joué. Voilà. Mais est-ce que ça, très rapidement, cette gestion du capitaine, ça a une incidence sur la suite de la saison? Bien sûr. Ah, je pense que oui. Bertrand ? Je pense que ça a une incidence. Moi. Oui. C'est important d'avoir un relais pour le coach, pour le staff. C'est important aussi d'avoir un leader pour les joueurs que vous avez été dans un vestiaire professionnel. Donc Gauthier, gros caractère, mais effectivement peut-être pas l'âme d'un leader. Donc il faut bien faire le distinguo entre les deux. Leader technique, mais pas leader. Je parle leader de vestiaire. Voilà. J'ai pas parlé de terrain, parce que le technique, c'est le terrain. Donc j'ai parlé du vestiaire. T'as plusieurs leaders dans une équipe, hein. Attention. Oui. Parce que le leader de vestiaire, c'est pas spécialement le meilleur joueur. C'est pas spécialement le meilleur joueur de l'équipe, le leader du vestiaire. Bien sûr. C'est un mec qui s'impose par son charisme, dans le vestiaire. Qui est écouté par tout le monde. Qui a une expérience, soit au sein du club, assez longue, et du coup... qui connaît les arcanes, qui a un relais dans les... Qui a une légitimité par rapport aux joueurs qui le voient arriver. Voilà. Et voilà. Ou par son expérience, ce qui était Stambouli, comme tu disais, qui a connu... Je pense que c'était le beau profil. Tout à fait. Et malheureusement, choix de Stéphane Le Mignan, blessé après, donc bon. Ça fait pas beaucoup. Mais pour en revenir à Gauthier, je pense qu'il n'avait pas le mental nécessaire pour assumer le problème de tout le monde. Et notamment au niveau de cette préparation où il a vu, tu perds 4-1, je crois, ou 3-1 contre Thionville à la fin du temps réglementaire, tu en prends 8. Tu perds 3-1 à la 90 minutes. Voilà, c'est ça. Après, tu gagnes sur le troisième tiers-temps. 5-3. Et après, tu prends 8-0 au Fenheim. Toi, tu te dis, et je pense qu'il n'avait pas le mental ou le caractère pour faire face à ça et emmener tout le monde. Tu vois. Par contre, sur le terrain, leader technique, aucun problème. C'était le liant, c'était le monsieur plus, le tireur de coup franc, etc. Mais du coup, ça l'a bouffé de l'intérieur, ça. Mais tu lui donnes pas pour lui retirer tout de suite, pour lui retirer après. Ah oui, non, mais après, le problème, c'est que quand tu t'aperçois peut-être que tu as fait une erreur, tu es obligé d'aller sur autre chose. Mais tu n'as pas trouvé une meilleure solution. C'est ça le problème. Tu parlais justement d'emmener tout le monde. L'un des constats et l'un des bilans qu'on fait cette saison, Bertrand, c'est les supporters. Pas mal d'actions qui a eu lieu, notamment sur cette année 2026 où Metz n'a pas gagné. Un ras-le-bol général et surtout un trop-plein, on a l'impression. Il y a eu des actions, évidemment, compréhensibles, ces actions. Bien sûr, compréhensible, parce que c'est des passionnés, c'est des amoureux du FC Metz, c'est des gens qui donnent tout pour le club, et ça dure depuis tellement d'années. C'est pas le problème, c'est pas cette saison en fait, c'est l'accumulation
des remontées qui se suivent et qui engendrent des descentes. Donc, à un moment donné, ils ont exprimé leur tristesse, parce que je pense qu'ils sont tristes avant tout. Et puis après, quand tu es triste, après peut-être tu es en colère. Et encore, je trouve que leur colère... C'est gentil à Metz, les gens. Hein. Oui, je vais terminer. Je trouve qu'effectivement, ils n'ont pas eu l'attitude des Niçois ou des Nantais qu'on a pu voir et qui engendrent des problèmes pour leur club là maintenant. Il y a quand même ces fumigènes qui ont été pendant l'an. Très rapidement, avec Nathan, juste revenir dessus, il y a eu ce jet de fumigène pendant le match contre Lorient. Heureusement, en tout cas pour le moment, on n'en entend pas parler du côté de la commission de discipline. Ouais, justement, petit point communiqué publié ce mercredi soir. Le compte-rendu de la commission de discipline de la LFP n'est pas revenu sur les jets de fumigène survenus lors de Metz-Lorient. Mais pour l'OGC Nice, c'est 2 matchs à huis clos total, ainsi qu'un match avec sursis à l'Alliance Riviera après les incidents de ce week-end face au Grenat. Donc on attend de voir s'il y aura peut-être des incidents, parce que ça a été le cas en début de saison. Il y a des barrages. Pardon ? Il y a des barrages qui arrivent pour Nice, donc forcément ils sont obligés de prendre une décision. Vous verrez que Metz, ils vont sûrement la prendre. Et on a peut-être de quoi s'inquiéter, parce que la saison dernière, pendant les barrages, il y a eu des problèmes. Finalement, premier match de la saison, tu reçois Strasbourg dans ce qui était un peu un derby entre guillemets. Pas de supporters, ou quand il te manquait une partie de tes supporters. Là, l'année prochaine, si te manque des supporters, tu vas voir qu'ils vont peut-être te mettre à Metz-Nancy en première journée, ça va nous faire les pieds, puis comme ça, tu n'auras pas besoin d'utiliser le préfet ou quoi. Donc ça va avoir des incidences. Des incidences, il y en aura malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un stade où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a pas de supporters, où en tout cas ça ne chante pas, c'est triste. On l'a vu sur cette deuxième partie de saison. On a commenté les matchs ensemble. C'est hyper malheureux parce que... La fin de match à Monaco, on l'a pris derrière la tête. Une relégation dans l'anonymat le plus total. C'est ça. C'est l'indifférence la plus totale. Et je pense que c'est ce qui est encore plus dur cette année pour tous les amoureux du FC Metz qu'on est et qui sont, bien entendu, ses supporters. Donc voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Après, c'est la logique. C'est qu'à partir du moment où tu as 3 victoires, que tu as 17 points, forcément, tu n'espères plus rien, il n'y a plus de ferveur. Si tu descends à la dernière journée, parce que le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi, etc., donc forcément, tu vas avoir une ambiance. Mais là, c'est vrai que depuis le fin novembre, tu as eu une victoire, donc tu as de la résignation. Et c'est vrai que c'est triste, mais encore une fois, l'année prochaine, tu joues les... C'est ça ma question, tu me lances un peu. Une bonne saison en Ligue 2, est-ce que ça suffit à relancer quelque chose ou il va falloir quand même un peu plus ? Mais je suis sûr que les supporters, tu as une bonne saison en Ligue 2 avec le projet mis en place par le nouvel entraîneur. Les gens, même si ils peuvent avoir une certaine rancœur ou ils vont revenir. Ils ont envie de vibrer. Ils aiment le football, ils aiment leur club, ils aiment la ville. À partir du moment où tu auras des joueurs et en fonction de ce qu'ils montreront sur le terrain et forcément avec des résultats, tu auras forcément du monde au stade. Les gens, même s'ils se demandent en début de saison, est-ce qu'on va avoir le FC Metz ? Non, il y en a marre, etc. Mais si tu as des résultats, mais à ce moment-là, c'est au club, c'est aux joueurs de faire revenir le monde. Après, peut-être les 3 premières journées, tu n'auras pas grand monde. Mais si tu fais un début de championnat tonitruant et que tu montres des choses sympas, bien sûr que ça va. Il va falloir aussi travailler sur cet été. D'ailleurs, on va en parler justement de l'avenir. Bernard, on va en parler ensemble parce qu'il ne reste plus qu'un petit quart d'heure. Malheureusement, j'aimerais vous garder au moins 3 ou 4 heures, mais bon, derrière, pas sûr que tout le monde suive. Il y a une saison à préparer désormais. C'est pas encore officiellement la fin de celle-ci, mais il y a déjà des premières décisions qui ont été données, déjà en interne. On va revenir sur ce départ, celui d'Hélène Schreubb, une démission qui peut surprendre peut-être après 20 ans au club. C'est pas forcément un départ que l'on a vu venir, en tout cas. Non, je sais pas. Moi, je l'avais pas vu venir. Simplement, est-ce qu'Hélène est arrivée au bout de ce qu'elle pense faire au club ? J'en sais rien. Moi, je l'ai vu arriver. Elle a entré les infos sur le site du FC Metz. Elle était toute jeune. Bon, après, elle a gravi tous les échelons pour être directrice générale. Est-ce que là, elle ne pense pas être arrivée au bout de quelque chose ? J'en sais rien, il faut lui poser la question. Il faut que tu ailles... On ira lui demander. Mais voilà. C'est ça la question. Est-ce que c'est dû à des divergences ou à un ras-le-bol par rapport à sa fonction ou par rapport à la ligne directrice du club ? Est-ce que c'est parce que tu es en divergence et que tu pars, ou c'est parce que tu as un autre projet en ligne de mire dans une autre institution ? Voilà. Parce que elle représentait bien le club dans les institutions, je le rappelle quand même, que ce soit à la Fédé, que ce soit à la Ligue, tu vois, elle représentait bien le club, ne serait-ce aussi que pour les actions sociétales avec Julie Decker. C'était vachement investi dans les institutions, main dans la main avec la Ligue et la Fédé. Parce qu'il y a le terrain, mais pas que quand tu as un club aujourd'hui. Tu représentes le club, bien sûr, le principal pour les supporters, c'est le sportif, mais il y a l'envers du décor, donc c'est juste savoir ça.
Il y a, quoi qu'il arrive, un nouvel organigramme qui va se dessiner au club avec un projet désormais pour le FCS, mieux piloter le projet sportif entre la Moselle, entre le RFC Serein et aussi entre Dakar. On attend de voir ce qui se passera à ce niveau-là. On va revenir très rapidement sur les joueurs parce que le temps court, quoique peut-être un dernier point, Bertrand. La communication, justement, on en a parlé, le président, on a parlé un petit peu d'Hélène Schröb aussi, qui était sortie notamment dans le Républicain Lorrain en parlant du maintien, Frédéric Arpinon. Cet aspect de la communication, est-ce qu'il faudra aussi le retravailler selon toi pour la prochaine année? On a parlé dès la descente, de parler de ça va être compliqué pour se maintenir, des problèmes financiers. Là, le président parle de remontée directe. On a entendu Hélène Schröb qui disait que jouer le maintien, c'est déjà une bonne chose. Il faut aussi changer ce discours-là. Les supporters, ils attendent déjà un projet sportif, déjà dans un premier temps. Et moi, avant la communication, la question que je me pose, en tout cas si j'étais au club, je me dirais comment faire pour refaire venir les gens au stade, qui est justement cet esprit, cette envie. Faut faire une équipe. C'est un Symphorien. Et peut-être que c'est compliqué aujourd'hui. Alors, je ne connais pas les motifs, mais aujourd'hui, tu as un entraîneur à qui tu as proposé 3 ans, qui avait fait quelque chose du côté de la Belgique, qui vient te dire non. Alors, je ne connais pas pourquoi il a dit non. De ce qu'on a entendu, c'est qu'il souhaite rester en Belgique. Peut-être qu'aussi, maintenant, tu as une étiquette qui va te coller à la peau un petit peu de club qui monte et qui redescend et qui n'est pas très stable. C'est possible aussi, ça. C'est possible que les gens, que ce soit... Parce que ça arrive aussi pour des joueurs. Je pense qu'il y a certains joueurs qui, quand ils sont sollicités, ils doivent se dire, si à Metz, c'est une autre équipe de Ligue 1, ils doivent se dire, peut-être pas aller à Metz parce qu'ils montent et puis ils vont redescendre. Donc, c'est avéré depuis combien d'années maintenant ? Donc c'est comme ça. Alors peut-être que les entraîneurs, ça va être un peu le même sujet, à moins de tomber sur quelqu'un qui veuille recréer quelque chose pour remonter. Après, il y a des clubs dont Metz devrait s'inspirer, qui ont peut-être pas beaucoup plus de moyens que Metz et qui eux arrivent à se maintenir et à avoir des résultats relativement corrects. Donc il y a peut-être moyen d'aller piocher chez les autres maintenant, quelques exemples. Mais pour en revenir à ce que disait Bertrand, je le rejoins totalement. C'est que c'est ton projet, en premier lieu, qui va entraîner une certaine communication. Ce n'est pas communiquer et après, en fonction de ce que tu communiques, on va faire le projet. Il faut remonter tout de suite, ok. Mais c'est parce que si tu te dis ça, c'est quand même que tu as une idée de ton effectif, tu as une idée du projet de l'entraîneur ou du profil, et d'une stratégie. Et c'est ça qui peut être compliqué, c'est que à un moment donné, la communication, alors tu te dois de communiquer, c'est normal, tu as un club. Mais avant ça, la communication, ça se travaille. Et ça se travaille par rapport à un projet. Puis il faut se réunir aussi. Quand tu as une interview dans le Républicain Lorrain ou dans un autre média. Ou chez nous. On en fait de temps en temps aussi. Voilà, à Moselle TV ou ailleurs. C'est pareil, l'interview, tu la travailles. Et des fois, par contre, c'est vrai que tu donnes l'impression comme quoi c'était pas quelque chose de concerté. Et par exemple, quand tu dis de jouer le maintien, c'est déjà bien, je suis d'accord. Par contre, il faut se donner les moyens de le jouer, le maintien. Tu vois, et c'est là que tu te dis, avec 17 points, tu ne te les as pas donné les moyens. Tu descends à la dernière journée, tu t'es battu, ça se joue sur des détails, comme tu dis, et là, on peut dire de match charnière. Si on avait ce match-là, etc., tu peux parler. Là, tu t'es pas donné les moyens. Oui, il aurait fallu un peu plus d'un match pour refaire le retard que tu as pu combler. Bien sûr que le FC Metz est voué, en remontant, à jouer le maintien. Mais tu peux jouer le maintien de manière honorable et le jouer de manière perdue d'avance. Alors je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les mathématiques, quoi qu'il arrive, il y a des sommes qui peuvent déjà vous donner le tournis, accrochez-vous bien, 25 millions d'euros, tu en as parlé tout à l'heure, c'est d'après nos confrères du Républicain Lorrain, qu'on salue d'ailleurs, qui nous ont suivis aussi sur cette saison, notamment avec Angelo, c'est l'objectif des recettes de transfert qui a été estimé pour cet été. Bertrand, il va falloir se mouiller la nuque, encore une fois une belle fuite de joueurs qui va arriver, alors on en a parlé, il y en a déjà pas mal qui ont une petite valeur marchande, on a parlé d'Alpha Tourin, on a parlé de Sadibou Sané, d'ailleurs l'équipe est revenue dessus, Monaco, le Verder serait dessus, bon il va y avoir des joueurs à vendre. Là où on s'inquiète un petit peu et où on transpire un petit peu, c'est que dans ce même dossier, on parle de Believe Molongo qui devrait signer, comme l'avait annoncé le Parisien il y a quelques semaines. On attend encore cette signature avant 1 euro. 10 millions d'euros la valeur marchande sur Transfermarkt et ça parle d'une signature pour mieux repartir ensuite. Et là, on s'inquiète un petit peu. On s'inquiète parce que c'est toujours le même dilemme en fait entre l'équilibre financier et puis l'apport du sportif. Bernard parlait d'une équipe, il a tout à fait raison. Des équipes, des joueurs, une équipe, un coach, une vision. Là, c'est Franck qui en parlait également. Donc
tant qu'il y aura ce déficit structurel qu'il faudra combler chaque année et que donc les investisseurs ou en tout cas les personnes qui mettent la main à la pâte d'un point de vue financier diront pour l'instant on calme le jeu. Voilà, toute la question se pose là dans ce sens-là. Et effectivement, c'est le gros dilemme de se dire il faut qu'on arrive à garder nos meilleurs jeunes qui puissent s'exprimer comme l'ont fait Franck par le passé ou Bernard, pour ne citer qu'eux, mais il y en a tellement qui sont passés par le FC Metz. Je pense aussi à Robert Pires qui, dans sa jeunesse, montrait des belles choses et qui a... Il laisse la porte ouverte. On l'a vu passer dans les commentaires des gens, on veut un retour de Pires. Pourquoi pas? C'est des gens qui connaissent le club, qui ont un aura, qui ont une expérience, qui pourraient apporter sans doute des belles choses. Maintenant, voilà, c'est encore une fois, on est sur cette stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les vend? L'équilibre pour... Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses dont on pourrait se séparer, qu'on pourrait arrêter pour faire ces économies-là, ou faire des économies substantielles déjà? Voilà, parce que il va y avoir ce fameux remaniement des trois pôles. Après, la question, c'est est-ce que tu les gardes, si tu as un centre de formation, que tu es un centre de formation normal, le FC Metz a toujours vécu là-dessus, mais pas 3 entités qui coûtent toutes de l'argent. Donc il y a peut-être moyen de faire des économies sur une ou deux des entités dont le club n'a pas réellement besoin. Enfin, j'en sais rien, à moins que ce soit vraiment une nécessité. En fait, c'est le lien avec Franck, ce qu'il dit en termes de vision. C'est pour ça que je t'ai mis au milieu. Écoute, bien joué. Je distribue à Franck et à Bernard. Écoute, c'est un rêve pour moi. C'est les gauchers, c'est comme ça. Quand j'étais jeune, j'aurais rêvé de faire ça sur le terrain. On réalise tes rêves. Ouais, sur le canapé. Bon, bref, on revient à notre histoire. Et c'est ce que dit Franck, en fait, en termes de projet, en termes de vision, en termes de stratégie. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qui a été mis en place, en tout cas, ça fonctionne pas comme on le souhaiterait, parce que j'imagine qu'ils avaient le souhait que ça fonctionne. Donc les questions que se pose Bernard, elles doivent forcément être sur la table. Ce qui est plutôt positif là actuellement, c'est de voir qu'il y a des jeunes du centre de formation qui ont émergé. De Metz. De Metz, hein, bien entendu. Hein. Je parle du petit Pandore, du petit Believe Monongo, de Nathan eu un débat Mbala. assez sympa lundi entre... Lundi, ouais, j'ai entendu ça entre les avions. Là. Et maintenant, il y a également une équipe des 19 pilotée par Stéphane Léoni et Mehdi Bourtal qui va jouer une demi-finale du championnat de France à Saint-Symphorien. Le 31. C'est plutôt bon signe en tout cas sur la santé du centre de formation. Donc on le sait, ça fait partie de l'ADN. Maintenant, quelle place on lui met et qu'on lui offre, ça c'est aux décideurs de pouvoir... Ce que je trouve déjà positif, c'est que le petit Believe Monongo ait signé son contrat. Il l'a pas signé encore. C'est dit qu'il doit le signer, mais pour le moment, il ne l'a pas officiellement signé. On n'a pas eu de communiqué du club. D'accord. On espère quand même qu'il va signer, parce qu'il le faut en tout cas. Sinon, c'est comme ça. Et si tu as un club étranger qui vient, il peut partir libre. Donc c'est vrai que... Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont indemnités de formation. Par rapport à ce que tu attends, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça, c'est 90 000 par année. Mais oui, on est très très loin des sommes que... Très rapidement, messieurs, on parlait de 10 millions, on espère qu'il ne partira pas, ou alors... pas mettre de tout malheureusement. On va revoir très rapidement quelques profils. On l'a dit, un Pape Moussa Fall qui a brillé lors de son prêt en Belgique, qui va revenir à Metz sans l'entraîneur, Frédéric Taquin, visiblement. Alpha Touré qui se serait mis d'accord avec West Ham, ça aussi ça a été mentionné par nos confrères du Républicain Lorrain. Il y a aussi des joueurs qui vont revenir de prêt et qui n'avaient pas forcément envie de rester. On parlait de Kevin Vandenkerkhoff, on peut le voir rapidement. Il a tout de même été élu, alors entre guillemets, zèbre de la saison, c'est le meilleur joueur du Sporting Charleroi selon les supporters du club. Une distinction personnelle, il ajoute son nom à une liste qui coachait notamment Clinton Mata ou encore Victor Osimhen. Rien que ça, quand on regarde les chiffres de Victor Osimhen sur le marché des transferts, ça peut donner quelques sourires ou quelques sueurs froides, c'est à vous de voir. À voir comment le FC va pouvoir négocier cette saison. On a parlé des gardiens aussi, tu posais la question du gardien sur cette saison, après avoir encaissé 76 buts, ça doit être compliqué. Le Républicain, toujours lorrain, a revenu avec Jonathan Fischer sur cette saison. Très rapidement, j'ai beaucoup appris, c'est certain, bien sûr c'était difficile, mais c'était aussi ma première saison dans un grand championnat. Je dirais que ça a été une expérience enrichissante et je continue à travailler. Il a signé pour 3 ans, je m'attends à rester ici, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai qu'il va falloir régler ce chantier-là et il va falloir aussi apprendre peut-être à tourner la page de cette saison, ou alors est-ce qu'il faut garder justement des traces de ce qui s'est passé l'année dernière ? Oh non, je pense que la saison-là, il va falloir l'oublier vite parce que j'espère qu'elle ne laissera pas de traces.
Après, ça va dépendre du groupe de l'année prochaine. On a quand même quelqu'un qui devrait Si rester. le groupe est remodelé à 50%, ça va se diluer. Mais voilà. Non. Mais les gardiens. Les gardiens, ça a été un problème entre Fischer qui à un moment donné a dû laisser sa place et ici qui lui, j'ai l'impression qu'il est en sucre parce que chaque fois qu'il saute, quand il plonge, on a l'impression qu'il va se blesser. Donc c'est compliqué. Hein. Après, c'est pas de la faute. Ils ont sûrement pris quelques buts, où ils sont concernés et fautifs. Mais quand tu prends 76 buts, c'est toute l'équipe qui prend les buts. Hein. C'est pas que le gardien, c'est pas le gardien qu'il faut montrer du doigt. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Alors, on est revenu sur les grandes lignes. On aurait pu évidemment revenir sur d'autres choses, le départ de Mathieu Hudol notamment. On aurait pu revenir sur d'autres matchs, peut-être d'autres acteurs, ce genre de choses. Malheureusement, comme dit Bernard, faut qu'on apprenne à vite oublier. Nous, c'est ce qu'on va faire parce que c'est les vacances pour nous. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission, toute la saison aussi. Je remercie également les autres chroniqueurs. Ils sont bien nombreux. Merci aussi à Aline Janela. Du côté de Bernard veut pas qu'on les remercie. Je viens de le voir du coin de l'œil. Eux, on les remercie pas. Je remercie aussi Aline Janela pour la chronique sur les féminines. La technique, évidemment, qui nous a accompagnés toute cette saison, nous envoyant en pléthore d'images, pas forcément très joyeuses, certes, mais c'est comme ça. Je remercie aussi Mathieu, qui était notre community manager, Nathan aussi, qui était notre voix off. Merci Nathan pour cette saison. Merci à toi pour l'occasion, c'était toujours un plaisir. On se retrouvera, je l'espère, l'année prochaine, on le voit dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Nous, on s'arrête là. Pour quelques petites semaines, on reviendra peut-être avec des nouveautés, peut-être avec des nouveaux chroniqueurs, peut-être pas, peut-être qu'on va juste garder nos canapés comme on les aime bien. Et puis on se dit à bientôt et non pas à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.